Alors voilà pour le McLean's. Et j'ai un invité qui vient juste de s'installer en studio avec moi. C'est quelqu'un qui travaille aussi à notre santé, mais la santé mentale. Bonjour Jean-François Vézina. Bonjour Catherine. Vous êtes psychologue. Oui. Vous avez écrit plusieurs livres. Et le dernier sort tout juste. Ça s'appelle Danser avec le chaos. D'ailleurs, vous allez faire le lancement la semaine prochaine en grande. Hein? Oui, au Studio P, mardi à 19h. Un super lieu, j'adore le Studio P. Oui, c'est magnifique. C'est un très, très beau lieu. Et là, vous invitez les gens à venir danser avec le chaos avec vous? Tout à fait. Donc, danser, en fait, bouger avec les idées, parce que c'est une métaphore, bien sûr, danser avec le chaos. Donc, j'invite les gens à mettre en mouvement la pensée. On est une société beaucoup d'opinions. Moi, je pense qu'il faut recommencer à penser. Donc, c'est cette idée de danser avec les idées. Vous aviez déjà écrit Les hasards nécessaires. Tout à fait, oui. Alors, vous aviez, votre idée, dans le fond, c'est de montrer à quel point on devrait s'ouvrir davantage au hasard dans la vie. Est-ce que c'est l'idée que vous poursuivez dans Danser avec le chaos? Effectivement. Donc, Les hasards nécessaires, ça a été paru en 2001. C'est mon premier livre que j'ai publié. Puis, j'ai un peu divorcé de ce livre-là avec le temps. Et puis là, j'y reviens après 10 ans parce que je m'inquiète. Je m'inquiète vraiment de cette montée de ce qu'on pourrait appeler la droite à l'intérieur même de l'individu, c'est-à-dire la droiture extrême, vouloir contrôler sa vie à tout prix. J'écoutais une entrevue avec Jean-François Lisée récemment qui parlait de son livre et lui il disait que dans le fond la droite veut mettre la droite chaos. Voilà, exactement. Donc lui il disait que la droite, il y a plusieurs formes de droite, mais lui il parlait de la droite comme étant l'individu au-dessus de tout. Et puis en fait la liberté individuelle, en fait l'individu qui contrôle toute sa vie. Eh bien on le retrouve aussi ça dans le domaine de la psychologie, c'est-à-dire avec toute cette industrie de ce que j'appelle le shopping existentiel, des livres qui disent qu'on a le pouvoir absolu sur notre vie. En fait, la droite psychique, si on peut s'exprimer ainsi, c'est lorsqu'on met l'individu au-dessus de la vie. Et donc, c'est un peu ça. Je m'insurge contre ça et je reviens avec cette idée que, oui, parfois, il y a des événements que je ne contrôle pas. L'univers, c'est pas un vaste Walmart où je peux pas nécessairement commander tout ce que je veux à la vie. Et donc, d'être disponible à recevoir aussi ce que je n'ai pas demandé. Parce que parfois, ça peut nous amener à bouger dans des directions que je n'avais pas nécessairement prévues. Et ça peut remettre de la vie dans ma vie. C'est vraiment dans cet esprit de comment remettre de la vie dans notre vie. Alors, idéalement, vous, ce que vous aimeriez, c'est qu'on essaie moins d'avoir de contrôle sur les événements? Ou d'être conscient de l'aspect irrationnel de notre désir de contrôle. Parce que, dans le fond, souvent, notre désir de contrôle est puisé sur la peur. Et c'est comme ça que fonctionnent les dictatures. Et il y a des dictatures psychiques aussi, lorsqu'on est sous l'emprise de la peur. On fonctionne uniquement par la peur et qu'on veut tout contrôler. Bien sûr, c'est un besoin nécessaire d'avoir de la sécurité dans la vie. Mais lorsque ça devient une obsession de contrôle, comme on l'observe dans le domaine de la croissance personnelle, où on s'illusionne sur notre capacité à tout contrôler, eh bien, c'est à ce niveau-là que souvent on perd la vie. Un livre comme Le Secret, par exemple, qui a fait entre un autres, tabac, je me questionne. Quand on veut rivaliser avec la gravité terrestre, c'est ça la loi d'attraction un peu, je me questionne sur ça. Ce serait quoi ce que vous dénoncez dans un livre comme Le Secret? L'idée essentielle du secret, c'est que grâce à ma visualisation, grâce à mon pouvoir d'attraction, je peux attirer tout ce que je veux dans l'univers, moyennant la bonne visualisation. Eh bien, je crois qu'il faut être prudent là-dedans parce que c'est un peu c'est un discours de droite, d'une certaine façon, mais plus à l'intérieur de nous-mêmes. Pour vous, la droite veut contrôler. C'est ça votre idée de la droite? La droite, pour moi, c'est lorsqu'on place l'individu au-dessus de la vie. Et effectivement, on a un discours aussi dans notre développement personnel à ce niveau-là. Mais c'est surprenant ce que vous dites, on devrait placer l'individu en dessous de la vie. C'est-à-dire dans la vie, danser dans la vie et non pas au-dessus de la vie. Donc, d'être disponible à cette vie qui dérange. Et c'est ça, l'idée de danser avec le chaos. Ça nous dérange. Je sais pas si vous avez des enfants. Ça dérange. Moi, je viens d'avoir une petite fille, d'ailleurs, auquel je dédie mon livre. C'est la vie. C'est le contact avec la vie. Ça nous dérange. Qu'est-ce qui dérange? C'est que c'est quelque chose de vivant. C'est-à-dire, c'est la vie... D'imprévu. D'imprévu, voilà. Il s'agit de prendre son bain avec un iPhone et son enfant pour se rendre compte qu'il va rapidement vous l'asperger d'eau, comme ça m'est arrivé hier. Donc, voilà, la vie, elle est à la fois chaotique et belle, mais donc d'accepter de bouger avec cette vie qui parfois peut nous déranger. Comment est-ce qu'au quotidien, Jean-François Vézina, appliquons, on aime ça, dans le fond, soyons méthodiques, ayons des recettes, c'est ce qu'on cherche tous. Alors, votre recette pour se lever puis apprendre à danser avec le chaos, là, ce serait quoi je rebondis exactement? sur votre désir de recette parce que ça, c'est un des conditionnements qu'on a. Moi, je pense qu'on a le goût d'avoir le goût de cuisiner beaucoup plus qu'avoir des recettes. C'est-à-dire qu'on est
infiltré de ce discours de qu'est-ce que je dois faire. C'est pour ça que les livres de recettes fonctionnent tant. Je regardais récemment, si on écrit un livre de recettes, si notre livre parle du bonheur et si notre livre parle des anges, on est sûr d'avoir un best-seller. Alors, si on écrit un livre de recettes qui rend heureux avec les anges, c'est parfait. Donc, par rapport à cette idée de recette, moi, dans mon livre, j'essaie d'inspirer les gens, donner le goût des gens. Mais effectivement, un exemple pratique, un exemple concret. Prenons une des figures que j'aime beaucoup, Fabrice Lucchini, que vous connaissez. Le comédien. Le comédien, voilà. Fabrice Lucchini, c'est un fils dans le quartier Montmartre, un fils d'épicier, se présente à un certain moment à Angoulême, se met à danser sur une piste de danse à Angoulême. Au même moment, se présente dans ce drugstore Philippe Labro, qui cherche des comédiens pour Tout peut arriver, le film Tout peut arriver. Eh bien, il voit ce Fabrice Lucchini bouger comme ça. Il est fasciné par son mouvement et tout ça. Et il décide de l'engager pour son film Tout peut arriver. Alors, on peut pas dire que ça a été prévu avec le gars des vues. On ne peut pas dire que ça a été prévu. Mais cet événement a été marquant dans la carrière de Fabrice Lucchini, parce que c'est ce qui l'a conduit à sa carrière d'acteur, notamment. Mais attention, parce que lorsque je dis que Vous dites qu'à lui, s'est abandonné à une impulsion. Tout à fait. Il est là, il est vivant, il est pleinement dans lui-même, dans un drugstore c'est à Angoulême, pleinement vivant. Et le réalisateur aussi. Et le réalisateur aussi. Oui. C'est cette idée de confluence de courant. Mais là, c'est de la chance, ça. C'est du hasard qui est nécessaire. Et, le hasard, il est nécessaire, mais il y a certains hasards qui sont plus nécessaires que d'autres, et ça, c'est un bon exemple. En quoi il est nécessaire, à ce moment, le hasard? Parce que c'est pas quelque chose qui a été contrôlé, qui a été prévu. Donc, cet événement, cette rencontre entre Lucchini et Labro a conduit Lucchini, notamment un peu plus loin, à sa rencontre avec Romer aussi, Éric Romer. Il va faire le film avec Chrétien de Troyes. Mais attention, suite à ce film avec Romer, Chrétien de Troyes, Lucchini a été ignoré complètement. Donc, il s'est emballé par cette idée cette carrière de comédien, mais aussi, il y a eu une période aussi difficile par la suite. Qui est due à quoi? Qui est due... Là, peut-être qu'il dansait moins spontanément sur les pistes de danse. Il avait une image à préserver. Il n'y a pas nécessairement de cause, mais on peut... puis d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le livre. Lorsqu'on ne sait pas quelle est la cause, c'est une invitation à de quoi ça cause. Comment entrer en conversation avec ce qui arrive. Dans cette idée de la danse, c'est beaucoup ça aussi. C'est converser avec ce qui arrive. Comment je vais converser avec le vide? Parce que, par exemple, Lucchini a dû converser avec le vide après cette période. Donc, comment on converse avec ce qui est là et non pas juste ce qu'on veut avoir. Donc, cette idée de converser avec le hasard et cette idée de, oui, il y a des événements que je n'ai pas prévus, mais qui peuvent complètement changer ma vie, comme partir d'un statut d'épicier à celui de comédien, par exemple. Puis, il faudrait se mettre en disposition d'ouverture, c'est-à-dire qu'il faut renoncer à certains réflexes, une certaine routine pour essayer de s'exposer davantage. Vous parlez d'ouverture, Catherine. Le mot chaos, l'étymologie de chaos, c'est un bâillement. C'est un bâillement qui oxygène un système qui est trop rigide. Alors oui, se rendre disponible aux ouvertures que je n'avais pas prévues. Donc, être disponible à l'imprévu, que je n'avais pas nécessairement décidé, mais qui se présente à moi, qui vient me déstabiliser. Donc, en fait, c'est pleinement consentir à la vie qui m'est présentée, plutôt que toujours vouloir être autrement que ce que la vie est. Et dans ce livre, Danser avec le chaos, là, qu'est-ce que vous amenez de plus? C'est-à-dire, vous poursuivez le filon des hasards nécessaires. Tout à fait. Donc, oui. Comment il est structuré, ce livre-là? Comment vous amenez les gens à vous suivre? Là? Tout d'abord, c'est inspiré beaucoup d'un voyage au Tibet. Je suis allé au Tibet pour essayer de justement d'y trouver les idées. Ce qui est assez amusant, c'est que j'ai pas trouvé l'idée de mon livre au Tibet. Je l'ai trouvé ailleurs, pour ceux qui veulent, ils pourront le voir dans le livre. Mais donc, il y a une structure un peu comme les hasards nécessaires où je parle d'anecdotes de voyage pour illustrer l'idée qui s'en vient dans le chapitre. Donc, tous mes débuts de chapitre parlent d'une anecdote de voyage. Et donc, j'amène mon idée. C'est un livre qui est en prose. La prose, c'est quoi? C'est le plus court chemin entre deux idées, mais qui a des petites curves poétiques un petit peu. Donc, j'essaie de jouer un peu avec les mots. Je joue beaucoup les mots. Donc, il y a une structure comme ça. Maintenant, qu'est-ce que j'aborde concrètement dans le livre? Donc, dans un premier temps, j'aborde cette idée du génie qui peut être contenu dans l'inattendu. Pour moi, le génie, c'est une confluence de courants, être justement disponible à cette confluence de courants qui arrive dans un événement. D'ailleurs, les Grecs, c'est comme ça qu'ils disaient du génie. C'est une confluence de courants à un moment donné, parfaitement synchronisée. Donc, le génie qui est caché dans l'inattendu. Donc, je reviens avec ça. Je fais un pont avec les hasards nécessaires. Et vous concluez comment? Je m'intéresse à cette idée de la poésie qui peut être contenue dans les hasards nécessaires. Et là-dessus, je donne beaucoup d'exemples, comme par exemple Robert Lepage, qui est quelqu'un, c'est probablement notre plus grand danseur avec le chaos. Et lui parle de cette dimension poétique des coïncidences. Et donc, je termine avec cette idée, est-ce qu'on peut retourner à cette conversation naturelle avec la vie,
avec cette poésie cachée dans l'inattendu. Et je fais une proposition dans ce livre, c'est cette idée d'inattendre. Donc, inattendre, c'est quoi? C'est d'être pleinement disponible à la vie, un peu comme l'enfant. Être complètement dans le présent? Tout à fait. Ouais. L'idée de attendre, c'est un préfixe qui veut dire à l'intérieur, in vitro. Donc, être dans l'attente. Donc, je vous propose d'inattendre dans ce livre. Bon. Ouais, ça donne le goût. Ouais, comment vous appliquez ça, Catherine Ève? Là? En fait, moi, c'est ça. Moi, je pars avec Jean-François. Je vais prendre un café. C'est inattendu, ça, Catherine, pour l'émission, non? Là. Mais ce qui est assez amusant... Vous allez me laisser toute seule, là. Mais la semaine dernière, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est arrivé, juste en terminant. Ma copine écoute la chronique de Catherine Ève sur la liste. Et donc, la pièce de théâtre présentée au Périscope. Voilà. Ma copine arrive et me dit, Jean-François, Catherine Ève va parler exactement ce que tu dis dans ton livre, la liste, vouloir tout contrôler, tout ça. Et par hasard, le soir même... On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Et le soir, un ami commun, Robert Jasmin, nous invite à souper, moi et ma copine, et Catherine Ève et son copain. Puis là, vous découvrez en chair et en os la chroniqueur dont votre blonde... On se met à discuter de la liste. Exactement, voilà. Voilà des beaux exemples d'inattendu. Puis là, il ne faut pas chercher de sens